Du coup, moi, ça me paraissait un petit peu important de revenir un peu en détail sur de quoi on parlait précisément avant de m'attaquer au déroulé un peu chronologique de la révolution russe et du rôle du parti. Donc par révolution, on entend la transformation socialiste de la société bourgeoise. Et c'est important pour comprendre la révolution russe de comprendre que c'est pas un moment, c'est pas un grand soir. Ça, Lénine le dit dès 1902. Il explique que la révolution, c'est une succession rapide d'explosions plus ou moins violentes, alternant avec des phases d'accalmie plus ou moins marquées. Et en réalité, la révolution russe, on peut la faire commencer en 1905. En 1905, il y a une vague de grève qui impose le manifeste d'octobre après plusieurs mois de grève et 3 vagues de grève successives qui imposent 2 éléments. En fait, le premier, c'est un système en partie parlementaire avec la mise en place d'une assemblée, la Douma d'État, qui est mise en place le 26 avril 1906, mais qui en fait va avoir un pouvoir très, très limité, qui va être dissoute à plusieurs reprises. Et l'autre élément qui est important dans le manifeste d'octobre, c'est la promesse de liberté civique, liberté de culte, liberté politique, liberté de la presse. Et ces premiers éléments, en fait, ils permettent un essor un petit peu des organisations politiques et des libertés, de ces libertés civiques pendant un temps resserré, parce que dès 1907, ça se restreint, il y a une réaction importante, mais ça va jouer un rôle important dans ce qu'on attache plus à la révolution russe, c'est-à-dire les 2 révolutions de février et d'octobre. Celle de février 17 qui aboutit à d'abord l'abdication de l'empereur Nicolas II, mais aussi à la mise en place d'un système que Trotsky appelle la dualité de pouvoir, c'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir est en partie entre les mains du soviet et en partie entre les mains du gouvernement, et qui ouvre une période qui sera close en février 17 avec la fin en fait de cette dualité de pouvoir, l'instauration d'un soviet des commissaires du peuple qui sera le nouveau gouvernement, et la prise de décision sur les problèmes essentiels qui se posent à ce moment-là, c'est-à-dire la paix et la terre. Pour bien comprendre la situation, pour bien comprendre ce qui se passe en Russie à ce moment-là, c'est important d'avoir conscience qu'on est dans un pays qui est en partie, qui subit l'impérialisme, qui se trouve dans une situation où à la fois il y a eu une sortie du féodalisme qui a été partielle, très tardive et très limitée. L'abolition du servage, elle se fait en 1861, y compris si elle se fait de droit, en fait, en pratique, ça présente certaines limites. Et l'industrialisation, elle se fait à un rythme élevé, mais en fait, au début du XXe siècle, c'est un pays qui est très faiblement industrialisé. Les ouvriers, les ouvrières, ils sont concentrés dans quelques grandes villes, et notamment à Saint-Pétersbourg, Petrograd. Et ils sont concentrés dans des grandes usines, mais sont peu nombreux. Et du coup, ça crée un certain nombre de contradictions exacerbées. Et notamment, ça lie les révoltes paysannes qui caractérisent généralement la fin du féodalisme avec les premières insurrections ouvrières. Donc voilà un petit peu pour le tableau. Peut-être dire un petit mot sur pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la révolution russe. C'est pas par amour des chapkas ou des pays froids, c'est qu'en fait c'est l'unique exemple de révolution prolétarienne qui a abouti à la mise en place d'une dictature du prolétariat, c'est-à-dire d'un État ouvrier qui assure le pouvoir de la majorité de la population. En l'occurrence, là c'est pas seulement de la classe ouvrière, mais c'est aussi des paysans. C'est une particularité sur laquelle on reviendra. Et nous, du coup, ça nous paraît important d'examiner en profondeur cette période-là, parce que c'est un outil pour réfléchir en fait à
qu'est-ce qui se produit dans une révolution en fait. Quels sont les facteurs déterminants, quelles sont les situations face auxquelles les révolutionnaires peuvent se trouver confrontés, et quels ont été les choix, les limites, les hésitations, les moments critiques dans cette période-là pour les révolutionnaires. Nous, on se pose ces questions-là parce qu'on est convaincu que c'est des choses qui doivent être réfléchies, préparées, et que dans ces périodes-là, en fait, le rôle du parti, il est déterminant. Le parti, pour le dire très rapidement, son rôle, c'est de diriger la révolution prolétarienne, c'est-à-dire à la fois d'amener le prolétariat à la conquête du pouvoir, et d'effectuer en fait cette conquête en s'appuyant sur la majorité de la classe ouvrière. Et pour faire ça, il a besoin de remplir 3 fonctions. Ça, c'est Mandel qui nous le dit. D'accumuler l'expérience, en fait, l'expérience des luttes successives de la classe ouvrière, pour pas qu'en fait, dans les périodes de reflux, cette expérience se perde et qu'il faille à chaque fois repartir à zéro. Dans le cas de la révolution russe, une bonne partie de cette expérience accumulée, en fait, c'est les soviets, l'expérience des soviets qui est menée en 1905, mais c'est aussi en fait toutes les réflexions sur comment est-ce que tu milites, comment est-ce que tu interviens en partie dans la classe ouvrière, mais aussi dans toutes les autres classes, pour avoir une compréhension en fait de ce qui se passe dans la société et être en capacité d'analyser en permanence. L'autre élément, c'est celui de centraliser cette expérience-là, et ça, c'est l'un des grands débats qu'il y a au début du XXe siècle, notamment Lénine, quand il écrit Que faire, c'est cette question qui se pose dans le Parti ouvrier social-démocrate russe. La question de est-ce qu'on construit une organisation qui est centralisée ou est-ce qu'on construit une organisation qui s'appuie sur les luttes économiques dans les différents secteurs, des journaux locaux, et qui du coup n'a pas besoin en fait de regrouper ces expériences-là, de regrouper les militants et de définir une orientation commune pour l'ensemble du parti. Et le dernier élément, et ça il se passe plus tardivement, c'est celui de fusionner avec les dirigeants des luttes ouvrières. Et ça se passe en 1905 pour le cas de la Russie. Avant cette période-là, en fait, le parti, c'est un cercle d'intellos qui a très très bien lu Marx, qui produit énormément de théories, mais qui a pas de réalité en fait dans la lutte des classes, ou très faiblement en 1896, et c'est à partir de 1905 en fait que ça devient un parti de masse qui s'appuie sur la classe ouvrière et qui fait le pari, en fait, c'est le pari des marxistes, que cette classe-là, en fait, elle peut faire la révolution. Elle peut la faire parce qu'elle n'a rien à perdre dans le dépassement du capitalisme, mais elle peut aussi la faire parce qu'en fait, elle a la possibilité de socialiser les moyens de production. D'abord parce que c'est elle qui fait tout fonctionner, mais aussi en fait parce que au quotidien, elle est obligée de coopérer. Quand tu bosses dans une usine, quand tu es salarié, en fait, t'as conscience au quotidien dans ton travail que tu peux rien faire tout seul. Et cette pratique-là, en fait, elle permet elle porte en germe en fait la socialisation des moyens de production, et poussée à son terme en fait, elle implique un fonctionnement collectif et planifié, mais pour autant en fait cette conscience de devoir fonctionner collectivement, elle connaît matériellement, elle est exposée à des reflux parce qu'en parallèle en fait il y a la concurrence. À la fois, tu as besoin de coopérer avec les autres salariés, mais à la fois, en fait, tu es en concurrence avec eux pour ton job, pour ton salaire, pour ton logement, pour tout. Et du coup, en fait, cette conscience de classe, elle connaît des flux et des reflux. Et c'est en partie ça qui doit être senti par les révolutionnaires. Dernier mot sur le parti bolchevique, et après cette introduction détaillée, on attaque réellement février.
Mais c'est important, je trouve, pour savoir un petit peu dans quelle situation les bolcheviks interviennent. Le parti bolchevique, il est très très jeune quand la révolution russe survient. Le parti ouvrier social-démocrate russe, dans lequel Lénine, Trotsky militent, il est fondé en mars 1898. Au moment où en fait les groupes d'intello se posent la question de comment est-ce qu'on va imprimer des tracts et aller discuter avec des ouvriers en fait. Et intervenir dans leur grève. À un moment, il y a une grosse explosion de grève, notamment à Saint-Pétersbourg, et ils se divisent ils se divisent pas si rapidement que ça. D'abord, il y a des débats au sein du parti, notamment en 1903 où il y a les deux tendances qui se forment. On a tendance à souvent résumer ça à une scission, mais en fait, il n'y a pas du tout de scission en 1933. Mais par contre, il y a deux tendances qui se mettent en place entre les bolcheviks et les mencheviks sur plusieurs questions. En fait, la question qui est au centre, c'est est-ce qu'on prépare une insurrection ouvrière qui permet de la prise du pouvoir ou est-ce qu'on cherche à renforcer les luttes, à intervenir dedans, mais qu'on ne construit pas une organisation de combat pour mettre en place, pour organiser cette insurrection-là. Et ces débats-là, en fait, ils mènent pas à la scission. Ce qui mène à la scission, c'est le choix des mencheviks dès 1904 de se rallier en partie à la bourgeoisie libérale et de ne pas tout miser en fait sur la classe ouvrière. C'est ce qui conduit en partie les militants bolcheviks à mener la bataille d'abord, puis à créer un parti propre en 1912 pour intervenir. Et notamment l'élément qui justifie, qui motive la création de ce parti, c'est la volonté d'associer les structures légales qui permettent d'apparaître largement et de participer notamment aux élections, à la Douma, à tout ça, et les activités clandestines qui permettent en fait d'organiser ce qui est le but du parti, c'est-à-dire l'insurrection ouvrière. Et du coup, la question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est comment est-ce que ce parti-là, qui est du coup très très jeune, il parvient en fait à effectuer la prise du pouvoir en octobre 17. Et on parle de prise du pouvoir parce qu'en fait, il y a toute une partie de la période où le pouvoir il est pas vraiment attribué et en fait il y a personne, aucun groupe structuré, aucun parti, notamment c'est un des débats à ce moment-là, qui est en capacité de prendre ce pouvoir. Et ça c'est toute la situation après la révolution de février. La révolution de février elle survient du coup dans un contexte de remontée des luttes qui est entamé depuis 1912. On a parfois tendance à dire que c'est un peu... Enfin, on pourrait penser que la guerre, elle joue un rôle de déclencheur. En fait, pas du tout. Elle joue un rôle d'accélérateur, mais la remontée des luttes, elle existe avant. Notamment en 1912, il y a une grève dans la Léna, qui est le fin fond de la Sibérie, où il y a des mineurs d'or en fait, qui se mettent en grève pendant plusieurs mois, par dizaines de milliers. Et notamment, il y a une répression féroce par l'armée impériale qui mène en fait à une série de manifestations dans les villes industrialisées. Et d'autre part, et ça c'est plus lié à la guerre, la Première Guerre mondiale, en recrutant, en mobilisant en fait une part importante de la paysannerie, d'une part, elle fait faire une expérience collective en fait à des millions et des millions de paysans qui se retrouvent en but en fait à la sauvagerie des autorités russes, à la brutalité de la guerre, à l'absurdité y compris de cette guerre-là. Et elle provoque une défiance et une révolte importante. Dans les derniers mois de 1916, par exemple, on compte plus d'1 million de déserteurs. Et cette situation-là, elle porte d'autant plus à l'ébullition que l'empereur il refuse toute réforme libérale
et qui bloque le moindre élément, un tant soit peu démocratique. Et du coup, la révolution russe, la révolution février, elle survient dans ce contexte-là, avec notamment une manifestation qui accompagne la réouverture de la Douma d'État, de l'Assemblée nationale, le 14 février. Alors, il y a eu d'autres manifestations avant, mais là, du coup, c'est le moment où, en fait, la représentation un peu démocratique, même si c'est très très fort de le dire, elle occasionne une manif avec plus de 80 000 personnes à Petrograd, elle est suivie dans les jours qui viennent d'autres troubles qui sont suscités d'une part par les attroupements de la faim qui commencent à partir du 19 février et qui sont provoqués en fait par le début du rationnement à cause de la guerre, et d'autre part en fait par des lockouts, c'est-à-dire des fermetures d'usines en réaction à des grèves qui sont décidées par le patronat de Petrograd. Et du coup, toute cette situation-là, elle crée une effervescence, une ébullition qui va s'accélérer entre les 23 et 27 février, qui vont aboutir en fait en quelques jours à la chute de la monarchie, d'une part, et d'autre part à une situation de dualité de pouvoir. C'est important cette idée de dualité de pouvoir, parce que c'est ce avec quoi l'ensemble des partis vont devoir jouer pendant les prochains mois. Le 23 février, c'était pas du tout prévu. Nous, on le dit souvent quand on discute de la situation politique, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prévoir, y compris avant le 5 décembre, c'est un petit peu ce qui se disait, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Là, à plus petite échelle, mais la situation le 23 février, elle est prévue par absolument personne, et y compris, en fait, elle est freinée en partie par les militants. Le 23 février, du fait du calendrier russe, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Ça correspond au 8 mars. Et ce jour-là, en fait, il y a des ouvrières de Saint-Pétersbourg, des ouvrières textiles, qui décident de débrayer. Mais en dehors de toutes les consignes, il y a Trotsky qui écrit un petit peu là-dedans dans le tome 1 de la Révolution russe, et qui dit « Mais le lendemain matin », donc il parle du matin du 23, en dépit de toutes les directives, les ouvrières du textile quittèrent le travail dans plusieurs fabriques et envoyèrent des délégués aux métallos pour leur demander de soutenir la grève. C'est à contre-cœur, écrit Kouyarov, qui est un militant bolchevique ouvrier de Petrograd, que les bolcheviks marchèrent, suivis par les ouvriers mencheviks et socialistes révolutionnaires. Mais du moment qu'il s'agissait d'une grève de masse, il fallait gagner tout le monde à descendre dans la rue et prendre la tête du mouvement. Telle fut la résolution que proposa Kouyarov et le comité de Vyborg, qui est la banlieue ouvrière en fait de Petrograd. Le comité de Vyborg donc se vit contraint de l'appuyer. Donc en fait c'est une situation qui est ni prévue ni voulue en fait par les militants, mais dans laquelle il y a une accélération très rapide de la lutte des classes. Le lendemain, la grève elle s'étend, c'est les traminots qui se mettent en grève, qui bloquent en partie les ouvriers et les ouvrières. Il y a 50% de grévistes dans les industries dans la ville, et les mots d'ordre qui le 23 février étaient du pain deviennent contre l'autocratie, contre la guerre, contre la police. En moins de 24 heures, on est passé de on veut à manger à on veut la chute du régime. Et le troisième jour, ça continue de s'accélérer, la grève elle se généralise. Il y a le premier tract, seulement le troisième jour, des bolcheviks qui sort, qui appelle à la grève générale. On sent qu'ils sont quand même un chouïa à l'arrache. Et il y a le bureau central du parti bolchevique qui accepte de sortir ce tract-là sous la pression en fait de ces militants ouvriers, notamment de Vyborg. Et cette situation, du coup, on se retrouve avec 240 000 ouvriers en grève qui sont rejoints par les étudiants, qui sont en partie rejoints par les troupes impériales. Il y a des affrontements et des mutineries les 26 et 27 février. Et le 27 février, en fait, il y a deux éléments. Il y a d'abord les mencheviks
qui crée un comité exécutif provisoire du Soviet des députés ouvriers, qui en fait n'a de Soviet que le nom. Il est formé avant les soviets en fait. Les mencheviks ils essayent de prendre le mouvement de vitesse et ils créent un comité exécutif avant d'avoir juste une assemblée, un comité ou un soviet quoi. Et ce comité exécutif provisoire, il donne le pouvoir, il force la Douma à prendre le pouvoir et à mettre en place un gouvernement provisoire. Et ça, c'est les premiers signes d'hésitation dans la situation. C'est-à-dire qu'à un moment où, en fait, le pouvoir est plus tenu par la bourgeoisie à Petrograd, le choix immédiat des mencheviks, c'est de chercher par tous les moyens à remettre la bourgeoisie au pouvoir, et y compris ils ont beaucoup de volontarisme parce que à la Douma ils ont absolument pas envie de gérer cette situation qui est franchement pas simple, et y compris chez les bolcheviks il y a ces hésitations. Dans les premières semaines de mars, notamment le 3 mars, il y a des meetings chrétiennes, notamment à Vyborg, donc la grosse banlieue ouvrière qui est au nord de Petrograd, qui exige de ce comité exécutif qui liquide le gouvernement, qui prenne le pouvoir, qui donne le pouvoir aux soviets qui commencent doucement à se mettre en place. Mais cette ligne-là, elle n'est pas clairement défendue. Et ce que dit Trotsky dans la Révolution de février, c'est que après une première quinzaine de mars où la direction bolchevique mène cette politique-là, en fait, il s'incline devant le régime de double pouvoir. Et du coup, ce régime de double pouvoir, en fait, c'est pas tant une victoire de la Révolution de février qu'un compromis, et qu'en fait une victoire de la bourgeoisie dans une situation où le pouvoir lui échappe totalement, mais où les révolutionnaires, où les ouvriers, où la classe ouvrière ne prend pas ce pouvoir-là. Et du coup, forcément, très vite, il y a un début de recul, un début de reprise en main. Le 5 mars, il y a ce comité exécutif provisoire qui appelle à la reprise du travail. Et qui prend pas vraiment de décision sur les mots d'ordre qui étaient à bas l'autocratie, à bas la guerre, à bas la police. Par contre, ils sont obligés de mettre en place la journée de 8 heures parce qu'en fait, et c'est ce qui va se passer aussi pendant la Révolution allemande, juste les ouvriers au bout de 8 heures de travail, ils s'en vont. Ils mettent en place des comités d'usines, de quartiers, et en parallèle, il y a une extension des soviets, d'abord dans les villes industrielles, puis dans les campagnes. Et merci pour l'heure. Et ce début de reprise en main, en fait, il se traduit surtout par l'inaction du gouvernement vis-à-vis d'un des problèmes qui est central, c'est-à-dire la question de la guerre, en fait. Il publie une déclaration le 14 mars, donc à peu près 15 jours après avoir été mis en place, qui s'appelle « Au peuple du monde entier », qui reprend un petit peu des déclarations qui avaient pu être faites, notamment au congrès d'Immerwald pendant la Première Guerre mondiale, où il y avait des socialistes pacifistes qui s'étaient réunis et qui disaient « Nani, nana, il faut pas la guerre, il faut la paix », mais qui proposaient pas en fait de méthodes concrètes pour imposer cette paix-là. Et là, c'est pareil, en gros, ils disent « Ouvriers du monde entier, arrêtez de combattre la Russie populaire, soyez sympa, on arrête quoi. » Et du coup, en fait, derrière ce mot d'ordre un peu pacifiste et flou, il règle pas du tout la question de comment est-ce que la Russie cesse de participer, comment est-ce que l'État russe cesse de participer à la Première Guerre mondiale. Ce truc-là, il est présenté par le comité exécutif provisoire. Il est validé par les soviets, dans lesquels en fait les mencheviks ils ont la majorité. Le soviet c'est un conseil, c'est une AG en fait. Donc les bolcheviks à cette période-là ils sont pas du tout majoritaires, et ce genre de proposition est validé à ce moment-là. Mais par contre, ces premiers signes de reprise en main, ils créent un certain nombre
d'évolution dans le parti bolchevique. Notamment, Lénine, il envoie début mars une série de lettres qui sont connues sous la domination de lettres de loin, dans lesquelles il s'énerve un petit peu de l'attitude du parti bolchevique, et dans lesquelles il dit en fait qu'il faut mettre en place une milice prolétarienne qui soit en capacité de gérer la ville et d'assumer les tâches élémentaires en fait d'un État, quoi. Au moins à l'échelle de Petrograd. Bon, il est minot, il revient avec un périple un peu rocambolesque, mais bref, en avril il est à Petrograd, il fait un discours dans lequel il explique qu'en fait ce qu'il faut c'est la conquête insurrectionnelle du pouvoir par le prolétariat, ce qui est en décalage complet avec la situation de pouvoir par la Douma. Et il mène la bataille pendant tout le mois d'avril sur le fait de ne pas participer à cette situation de dualité de pouvoir, ou en tout cas ne pas participer aux instances de gouvernement. Vu de loin, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir à mener ce débat dans une organisation qui, dès 1903, en fait, se prépare à l'insurrection ouvrière, où les militants, en fait, ils se lèvent le matin, ils mangent le midi, ils se couchent le soir en pensant à cette insurrection ouvrière. Mais en fait, ça découle en partie du flou autour des tâches des révolutionnaires. Flou qui n'est pas forcément une erreur, mais qui est en fait l'impossibilité de prévoir la situation. Le mot d'ordre, notamment avant février 17, qui est mis en avant par les bolcheviks, c'est celui de dictature démocratique des ouvriers et des paysans. Donc on voit bien que c'est un truc un peu fourre-tout, quoi. Moi ça me fait un peu penser au truc de gouvernement des travailleurs, où en tirant de loin on peut avoir une dictature du prolétariat, ou Mélenchon au pouvoir avec un gouvernement bien rouge, mais pas trop prolétaire. Et du coup en fait cette situation elle découle du fait que on est dans un pays qui est en partie féodal, qui n'a pas du tout fait sa révolution bourgeoise comme ça a pu être le cas dans les États impérialistes, et où en fait la classe ouvrière elle a à remplir à la fois les tâches de révolution sociale, mais aussi les tâches démocratiques les plus élémentaires, avoir des parlementaires qui décident, avoir une presse qui est autorisée, pouvoir militer sans se faire assassiner, enfin des trucs assez basiques, quoi. Et du coup la question c'est un petit peu, est-ce que la bourgeoisie elle va remplir ces tâches là, ou est-ce que c'est directement la classe ouvrière de prendre le pouvoir et de remplir tout d'un coup. Et y compris on les excuse un peu parce que c'est les premiers à avoir à se poser ces questions là, mais c'est des questions qui vont se poser aussi pendant le XXe siècle. Dans toutes les luttes indépendantistes en fait, à chaque fois que tu renverses le pouvoir, quel est le rôle de la classe ouvrière et dans quelle mesure en fait la bourgeoisie comprador, parce que c'est en partie une bourgeoisie comprador, la bourgeoisie russe à ce moment-là, elle est en capacité ou non de remplir un certain nombre de tâches démocratiques, quoi. Fin avril, Lénine il gagne ce débat-là. Il le gagne aussi parce que le gouvernement il continue à faire n'importe quoi de manière très visible, y compris franchement ils sont stupides à certains moments. C'est pas juste parce que c'est des bourgeois qu'on dit ça, mais notamment Milioukov, qui est ministre soit de l'intérieur soit de la guerre, il me semble de la guerre. Il donne des entretiens à la presse dans lesquels il dit que en fait, l'une des priorités c'est d'aller récupérer Sébastopol, de s'allier avec les impérialistes européens pour gagner la guerre et relancer la mobilisation des troupes. Quand tu as des insurrections partout dans le pays depuis 1 an et demi pour demander la fin de la guerre, c'est un choix tactique qui est fort discutable, quoi. Mais du coup ça chauffe un peu tout le monde, et peu de temps après la publication de ces notes, il y a des manifestations qui sont organisées les 20 et 21 avril. Le 20 avril à Petrograd, le 21 c'est repris, c'est plus encadré par les bolcheviks, mais là aussi c'est pas eux qui sont directement à l'initiative de ces 2 journées, mais
mais leurs mots d'ordre sont davantage repris. Et à la fin du 21 avril, il y a le premier gouvernement qui démissionne. Enfin, pas directement à la fin, mais le 27 et le 30, il y a les deux principaux ministres qui partent. Et du coup, c'est la fin de cette première séquence et le début d'une instabilité assez forte. Mais pour autant, la situation n'est pas encore à la prise du pouvoir. Notamment, cette situation, elle coïncide plus ou moins avec le congrès pan-russe des soviets. En gros, ce que je disais tout à l'heure, du mois de février au mois d'avril, les soviets, ils s'étendent, ils se mettent progressivement en place, et y compris, ça met du temps. En juin, il y a ces soviets qui, du coup, sont progressivement mis en place dans les villes et dans les campagnes, qui se retrouvent pour un grand congrès, et qui se réunissent, du coup, du 3 au 24 juin. Y compris dans ces soviets, en fait, il y a des soviets de la campagne, quoi. C'est pas du tout par dépréciation de la campagne ou quoi, mais en fait, dans une société où t'as une classe ouvrière qui est très jeune, très concentrée dans quelques grands centres industriels, et qui mène l'essentiel de l'activité politique, et où en parallèle en fait tu as des libertés de la presse, de politique, de culte qui sont tout à fait inexistantes. En fait l'endroit où ça discute de politique et où ça réfléchit le plus et où c'est le plus à l'avant-garde en fait de la révolution, c'est les grandes villes, quoi. Et du coup, dans ce congrès pan-russe des soviets, il y a y compris des délégués, des représentants de tous les soviets, notamment paysans, qui n'ont pas vécu ces événements-là. Comme ils les ont pas vécu, en partie, ils ne se posent pas les mêmes questions. Du coup, c'est les socialistes révolutionnaires qui sont, on les caractérise un peu vite, mais un peu des anarchistes qui s'ignorent, qui sont majoritaires dans les campagnes, mais c'est une caractérisation sur laquelle il faudra sans doute revenir parce qu'elle est très foireuse. Mais en gros, c'est des gens qui font pas le choix de s'organiser dans un parti centralisé, qui sont plus ou moins flous sur les perspectives programmatiques, et qui ont une forte influence dans les campagnes, et les SR qui sont majoritaires, les socialistes révolutionnaires qui sont majoritaires au Congrès, ils votent le soutien à l'offensive Kerensky. Kerensky, c'est le nouveau Premier ministre, et lui, son grand truc du moment, c'est de mener une offensive de l'armée russe. Et du coup, cette offensive, elle est votée, mais le truc, c'est qu'elle est votée à Petrograd, donc la réaction, c'est celle des ouvriers de Petrograd. Et eux, on l'a dit, ils sont un peu plus au clair sur le rapport à la guerre. Et du coup, il y a une manifestation qui est prévue pour le 10 juin par les bolcheviks, qui est annulée sous la pression du gouvernement. Et le gouvernement il met en place même une contre-manifestation le week-end suivant, le 18 juin. Sauf qu'en fait cette manif elle est retournée par les militants bolcheviks. En gros les slogans qui sont majoritaires c'est contre les ministres capitalistes, contre l'offensive. Il y a 500 000 personnes, et ça crée, ça montre en fait que le gouvernement n'a pas du tout d'assises sociales dans la capitale industrielle. Et ça favorise en fait la remontée des mobilisations, et ça aboutit à 3 journées, les 3, 4 et 5 juillet, qui exigent en fait le mot d'ordre qui est mis en avant à ce moment-là. C'est pas tout le pouvoir aux soviets, parce qu'on l'a vu, les soviets ils votent l'offensive Kerensky. C'est mise en place d'un gouvernement socialiste. Uniquement socialiste, parce qu'en fait depuis la chute du premier gouvernement auquel les socialistes ne participaient pas, il y a un gouvernement de coalition qui a été mis en place, et
Et les socialistes ont été obligés ont été convaincus, notamment par Kerensky, de participer à ce gouvernement de coalition, et du coup à se retrouver dans une situation de collaboration de classe, quoi. Et du coup, le mot d'ordre à ce moment-là, c'est le gouvernement socialiste. Et c'est un petit peu moi, j'ai l'impression que c'est un peu le point de bascule en fait entre la situation qui découle de février et l'amorce d'octobre en fait. C'est le moment où la répression elle commence à se mettre réellement en place. Ces 3 journées de juillet, elle suscite une réaction pendant tout le mois de juillet, y compris elle a un succès, hein. Le gouvernement il est dissous, il mettra tout le mois de juillet à se remettre en place, mais la répression est forte, il y a la peine de mort qui est rétablie pour les soldats, il y a les journaux qui sont interdits, les agitateurs sont arrêtés et emprisonnés, les militants, les cadres du parti bolchevique qui étaient revenus sont obligés de partir se cacher, et grosso modo le mois de juillet et le début du mois d'août, le parti bolchevique les repasse dans la clandestinité la plus grande, et perd une bonne partie de ses militants et militantes. Le gouvernement il en profite pour essayer de reprendre la main à nouveau. Le 23 juillet, il y a Kerensky qui reforme un gouvernement. Le 12 et 15 août, il y a une conférence d'État qui est créée pour discuter de comment est-ce que ce gouvernement il va gérer en fait économiquement l'État russe. Mais ils sont un peu doublés sur leur droite par un général qui s'appelle Kornilov, qui est un produit en fait de ce qu'est l'aristocratie russe de cette période-là, c'est-à-dire un général, fils de général, un peu illuminé, très croyant, très réactionnaire, et qui lui en fait se dit là il faut briser les chaînes du mouvement ouvrier, on va attaquer Petrograd. Il profite de ce qui est une tactique qui est pas nouvelle, hein, il profite de la guerre pour se dire en fait le fait qu'on perde la guerre, ça va permettre de casser le mouvement ouvrier. En fait, si les armées impérialistes elles réussissent à massacrer tout le monde, ça règle le problème de la révolution. Y compris, c'est pas du tout un truc nouveau, hein, c'est la réflexion qu'avaient les capitalistes, les gouvernements français pendant la Commune de Paris. Et du coup, cette réflexion-là, dans la tête de Kornilov, elle le conduit à profiter de la chute de Riga, qui est la capitale de l'actuelle Lettonie, l'un des États qui est au bord de la Baltique, qui est un petit peu l'une des portes d'entrée en fait vers Petrograd. Pour tenter en fait de mener une offensive et de reprendre par la force le pouvoir, sauf qu'en fait il n'est même pas en capacité de faire quelques démonstrations de force qui soient, parce qu'en fait il y a les cheminots notamment qui se mettent en grève, qui dispersent son armée en envoyant les wagons à droite à gauche, que les moyens de communication sont coupés, et qu'en fait à chaque fois qu'il appuie sur un bouton, qu'il donne un ordre ou qu'il fait quelque chose, ça ne produit absolument aucun effet. Du coup il est bien embêté, et les 25 et 27 cette histoire est réglée sans qu'il y ait eu vraiment d'affrontement militaire. Mais par contre ça permet une remobilisation en fait. Il y a une tradition qui était déjà ancienne, qui datait de 1905, un peu de front unique chez les bolcheviks, et c'est un peu la réaction qui est provoquée par ce putsch de Kornilov, c'est-à-dire que il y a une alliance très très large qui va y compris pas une alliance mais un front du coup très large qui va y compris de Kerensky aux bolcheviks contre ce putsch-là. Et ils sont tous obligés à appeler à la mobilisation, parce que sinon, le type veut revenir. Quand on dit que c'est un fada, y compris, il veut revenir sur les trucs de la Douma et tout.
il veut revenir à Pierre le Grand, quoi. Et du coup, même Kerensky, ministre bourgeois, bon, il est pas chaud pour ce truc-là, quoi. Et du coup, en fait, ça casse un peu la dynamique qui était celle des mois de juillet et d'août, de recul, de reflux. Et ça relance en fait un petit peu la prise d'initiative dans la classe ouvrière, quoi. Et ça entraîne une accélération importante. Y compris à la fin de cette séquence-là, il y a les bolcheviks qui deviennent majoritaires le 31 août au soviet de Petrograd. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du 31 août, que notamment Lénine dit c'est l'occasion, il faut la saisir, il faut prendre le pouvoir. On l'a vu quand Lénine, il y a un truc qui lui pop dans le cerveau et ça met du temps à arriver dans le cerveau de tous les militants et militantes du parti. Donc lui, il commence à le discuter, il le présente au comité central le 13 septembre et c'est accepté par le comité central le 11 octobre. On se met à la place du camarade, on sent qu'il a passé un mois de septembre un peu nerveux, quoi. Mais bref. Le 11 octobre, du coup, l'insurrection, elle est à l'ordre du jour. Et du coup, le parti bolchevique, il commence à organiser ça. Je vois que ça fait sourire un petit peu, je dis un mois de septembre un peu nerveux, parce qu'en fait, c'est des situations qui se posent systématiquement, quoi. Je fais un peu des comparatifs depuis le début, mais on prend la révolution allemande. Franchement, c'est des trucs à s'arracher les cheveux, quoi. Il y a des dizaines, à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, il y a des dizaines et des dizaines d'occasions où en fait il y a la possibilité pour les militants communistes révolutionnaires de prendre le pouvoir, de mener l'insurrection. Et très souvent, en fait, non mais ces situations sont rares, mais quand elles se présentent, ces hésitations, elles sont fortes, quoi. Et le nombre d'occasions ratées, notamment pendant la Révolution allemande ou la Révolution espagnole, elles sont incroyables, quoi. Et du coup, t'as tout ce travail là qui est fondamental en fait de discussion, débat, et y compris en fait qui dépend en fait de ce que j'ai raconté dans ma longue introduction de comment est-ce que le parti se forge, comment est-ce que ces militants là en fait ils sont préparés depuis plusieurs décennies en fait à analyser la situation, à tirer des bilans, à se doter d'une tactique qui puisse être actualisée en permanence et à avoir un programme. Mais quand on dit un programme, c'est pas il faut telle institution où il faut, enfin on voit bien que leur mot d'ordre en vrai il est flou. Un programme, c'est-à-dire un logiciel en fait, un but vers lequel tendre. Et ce but-là en fait, dès 1902, c'est ce truc, enfin moi je dis insurrection ouvrière depuis le début parce que je trouve que c'est le truc qui parle le plus, mais c'est une prise de pouvoir par la classe ouvrière, quoi. Et le fait en fait d'avoir cette habitude-là, d'avoir ce logiciel-là, c'est aussi en partie ça qui fait la différence en fait avec les autres situations historiques, qui fait que c'est possible en fait en l'espace d'un mois de dire en fait le truc qu'on avait tous en tête, le but vers lequel on tendait toutes et tous dans le parti bolchevique, c'est aujourd'hui qu'il y a la possibilité de le saisir. Y compris, c'est important d'avoir ça en tête parce que sans cette préparation-là, en fait, c'est pas en un mois que d'un coup on décide de tendre vers l'insurrection ouvrière. C'est un truc qui est présent dans tous les esprits et le travail qui est mené en septembre, c'est de dire en fait, là, à partir du moment où les bolcheviks sont majoritaires dans le soviet de Petrograd, y compris en gardant en tête que le soviet de Petrograd c'est le truc le plus avancé en termes de lutte des classes dans toute la Russie, dans le fin fond des campagnes ils en sont pas du tout là, et le travail c'est de dire à partir de 31 août en fait il faut saisir l'occasion, quoi. Et du coup à partir du moment où le parti bolchevique il se dote de cette stratégie, de ce plan d'insurrection, il se donne les moyens de le mettre en place et il va le faire en fait assez rapidement. Il saisit l'occasion, enfin
il convoque en fait un congrès des soviets, un nouveau congrès des soviets, le 20 octobre. La décision elle est prise par le soviet de Petrograd, donc où les bolcheviks sont majoritaires. Et ça crée des réactions en fait directement chez le gouvernement. Le gouvernement il tente de fuir Petrograd en fait. Et l'occasion elle est saisie par les bolcheviks qui un peu tactiquement crée un truc qui s'appelle le Conseil ou Comité militaire révolutionnaire, qui est une instance présentée comme une instance technique, mais qui en réalité est très politique. Qui est en fait un truc qui double les décisions militaires du gouvernement. C'est-à-dire que quand le gouvernement donne un ordre à l'armée, le conseil militaire révolutionnaire avalise l'ordre, et l'ordre n'est pas appliqué tant qu'il n'y a pas l'aval de ce CMR, et le CMR il est assujetti en fait au soviet de Petrograd. Donc on se retrouve dans une situation où ce truc de milice prolétarienne, de contrôle ouvrier sur les fonctions militaires, quoi, il est effectif. Et en partie, c'est cet outil-là en fait, qui va permettre, dans les journées d'octobre, la prise du pouvoir. Le 22 octobre, il y a une grande manifestation qui est organisée à Petrograd pour faire une démonstration de force en fait de ce soviet-là. Il y a des revues, des meetings qui se tiennent dans toute la ville. Et c'est dans cette situation-là que la prise du pouvoir, elle va se faire en quelques jours. Le 24-25, en fait, il y a le gouvernement Kerensky qui tente de reprendre le pouvoir. Ça se concrétise par la mise sous scellé des presses du parti bolchevique le matin du 24. Et c'est là qu'en fait le CMR il joue le rôle qui était le sien. Les scellés sont levés, le CMR prend le contrôle en fait, affirme le contrôle qu'il avait déjà de fait sur les fonctions militaires de la ville, et acte en fait le fait que le gouvernement n'a plus aucun pouvoir en prenant le palais d'hiver qui est le siège du gouvernement. Et en fait en l'espace de quelques jours, le gouvernement, cette situation de dualité de pouvoir cesse, et le gouvernement chute. Et ce qui est mis à la place, c'est les soviets des commissaires des soviets du peuple, soviets des commissaires du peuple, bref, un gouvernement qui émane des soviets et qui permet à la fédération des différents soviets en fait d'exercer pleinement le pouvoir. Et du coup c'est à partir de ce moment-là que la révolution, en tout cas la prise du pouvoir est actée. Il y a deux décrets qui sont pris, un sur la paix, un sur la terre. Ils donnent la terre aux paysans, y compris c'est un truc un peu tactique en fait. C'est pas trop, dans la tradition socialiste, c'est pas trop un truc de donner la terre aux paysans. C'est un truc qui a plutôt tendance à favoriser la petite propriété, mais en fait il y a besoin d'avoir une assise dans la paysannerie, et on l'a vu en fait, l'idée de dictature du prolétariat elle n'est pas hyper fancy chez la paysannerie à ce moment-là. Donc du coup il y a ce détour tactique de dire on donne la terre aux paysans, et ça permet au nouveau régime d'avoir une assise. Et le décret sur la paix qui va en fait être mis en exécution plus tard, en mars 18, avec le traité de Brest-Litovsk qui conclut la paix. Et du coup c'est un peu c'est un peu à ce moment-là qu'il y a le basculement.
Et moi j'ai l'impression, enfin moi en tout cas ce qui me paraissait intéressant à discuter, je vais m'arrêter là. C'était un petit peu qu'est-ce qui fait que cette organisation à ce moment-là, elle est en capacité en fait de faire ces choix-là, de prendre ces décisions-là. Euh, et comment est-ce que en fait qu'est-ce qui fait que Lénine il réussit à convaincre l'ensemble du parti enfin et dans une certaine mesure c'est qu'en fait sur les grandes lignes le l'orientation le programme il était déjà existant. Moi j'ai l'impression, enfin en tout cas il y a quelques mots, quelques passages dans Que faire où j'ai l'impression que c'est un peu lié. C'est quand il s'exprime Lénine sur comment est-ce qu'on se met en capacité de faire progresser le niveau de conscience de la classe ouvrière. Et lui, ce qu'il dit, et je terminerai là-dessus, c'est que la conscience de la classe ouvrière, elle peut être une conscience politique véritable que si les ouvriers sont habitués à réagir contre tout abus, toute manifestation d'arbitraire, d'oppression, de violence, quelles que soient les classes qui en sont victimes, et pas seulement celles et ceux qui touchent directement ton collègue de taf ou d'autres ouvriers, et à réagir en social-démocrate et rien qu'en social-démocrate, c'est-à-dire à se penser en fait comme étant là un représentant de la classe qui doit se donner les tâches de réaliser l'émancipation de toutes et tous. Et moi j'ai l'impression que c'est en partie cette manière de militer au quotidien qui fait que en 17 il y a la possibilité de jouer ce rôle-là. Je vais bien prendre le tour d'un